C'est un travail qui a été principalement fait par Federico Garcia, qui était postdoc ici pendant 2 ans, postdoc LabEx Universe, et Adolfo Simas Buncel, qui est doctorant en Argentine, et avec Edouard Porter et Eric Chassan-de-Motin. Donc c'est un projet LabEx Interface, et toutes les simulations ont été effectuées sur le cluster Arago d'APC. Voilà. En fait, ce qu'on voulait faire, c'était étudier les progéniteurs des fusions de trous noirs qui se sont plutôt effectuées à faible masse, sachant que donc évidemment, vous savez que les premiers résultats concernaient plutôt des fusions de trous noirs de grande masse, de l'ordre de 30 masses solaires, et donc il y a eu pas mal de simulations qui ont été effectuées pour expliquer la formation de ces trous noirs de grande masse, en particulier en recherchant des progéniteurs de grande masse, mais avec une métallicité très faible, ce qui fait qu'ils n'allaient pas perdre beaucoup de masse pendant leur histoire. Et donc nous, on s'est dit qu'il y avait des objets, des fusions qui étaient moins étudiées et sur lesquels il n'y avait pas en fait d'historique de formation de ces progéniteurs. Et donc on s'est intéressé à deux fusions qui sont donc les 15-12-26 que vous voyez ici et 17-06-08. Donc ce sont des fusions qui ont eu lieu avec des progéniteurs, en tout cas des trous noirs de masse qui sont de masse assez faible, vous voyez, entre on va dire 7 et 15 masses solaires. Et en fait, ils tombent dans le domaine des trous noirs détectés par rayons X et par la fonction de masse en regardant le mouvement du trou noir au sein d'une binaire avec une étoile à côté, dont il est en train d'attirer de la matière. Donc en fait, c'est des trous noirs qui sont qui se forment dans notre galaxie et pour lesquels donc on a une idée du processus de formation. Et on s'est dit que c'était intéressant de voir quels étaient les paramètres les plus importants pour ces formations de trous noirs. Donc voilà, là vous avez l'image de ces deux trous noirs-là avec leur masse. Donc vous voyez que les masses sont typiquement entre 5 et 18 masses solaires à peu près. Donc il y a un rapport de masse entre les trous noirs, le QBBH, qui est entre 0.6 et 0.7, et c'est des objets qui sont relativement proches, avec un redshift de 0.07, 0.09. Vous voyez qu'ils sont assez similaires dans leurs caractéristiques de masse en tout cas. Et donc nous on s'est évidemment il y a plusieurs formations possibles pour les binaires de trous noirs. En fait, les principales, c'est d'abord celle que je vais vous présenter là, que je vais détailler ensuite. Ensuite, il y a une formation possible qui est au sein d'environnements assez denses de trous noirs, par exemple typiquement au sein d'amas globulaires ou même d'amas denses, d'amas stellaires denses. À ce moment-là, on a des collisions entre systèmes doubles qui vont rencontrer sur leur chemin un autre objet qui va être un trou noir, et en fonction de la masse des différentes composantes, il peut y avoir un échange d'une composante de la binaire qui va en fait être remplacée par le trou noir. Et à chaque rencontre, en fait, la séparation orbitale a tendance à diminuer. On dit que les binaires deviennent de plus en plus durs, et là, à la fin, on peut avoir une fusion. Et évidemment, là, on a des spins dans ces cas-là qui peuvent être complètement aléatoires, puisque les trous noirs ont été formés de différentes façons. Alors, il y a aussi un troisième processus qui est qu'on appelle une évolution chimique homogène, où là, on va avoir deux étoiles en fait qui vont se former en même temps et très proches, des étoiles massives, et qui vont en fait échanger de la matière tout le temps pendant leur formation, et donc ils vont évoluer en même temps, en fait, simultanément, et qui vont se transformer en trous noirs avec une séparation orbitale faible et à la fin fusionner. Donc nous, on a choisi d'étudier plutôt le scénario un peu classique qu'on appelle in the field, de binaires isolés. Donc l'idée, c'est que on a deux étoiles qui sont formées dans un même nuage moléculaire, pas trop loin du coup, mais pas non plus tellement proche. Et à un moment donné, donc il y a une étoile qui va évoluer, donc grandir, et qui va commencer à transférer de la matière. Ça, c'est un transfert de masse qu'on appelle stable.
Donc elle transfère de la matière parce qu'elle déborde son lobe de roche qui est lié à l'interaction, aux équipotentiels gravitationnels entre les deux objets. Tout au long de leur vie, ces étoiles-là, comme elles sont massives, elles ont un vent stellaire qui est assez intense, qui est dû aux photons UV émis par l'étoile. Et ces photons UV, en fait, vont donner du moment aux atomes lourds. Donc ça marche surtout sur les atomes dits métalliques, c'est-à-dire plus lourds que l'hélium. Et plus l'atome est lourd, plus ça fonctionne. Donc en fait, plus une étoile est métallique, plus le vent va être fort. Et donc du coup, ça représente une grosse perte de masse qui peut atteindre jusqu'à 95% de la masse totale initiale de l'étoile. Donc ça peut être vraiment beaucoup. Ensuite, donc l'étoile la plus massive, qui a perdu un peu de matière puisqu'elle en a donné à sa compagnon, va se transformer en trou noir. À partir de ce moment-là, on a une phase qu'on appelle la phase de binaire X, qui est une phase où cette étoile, l'étoile compagnon, a un vent assez fort, et ce vent va être accrété par le trou noir, et en étant accrété, en fait, il va émettre thermiquement des photons X, et donc c'est comme ça qu'on les détecte dans ces phases. Dans notre galaxie, on détecte beaucoup de trous noirs dits électromagnétiques, donc dans des binaires, quand ils accrètent de la matière d'une autre étoile. Puis cette étoile, donc l'étoile compagnon, elle-même va évoluer, et toute son enveloppe en fait va se mettre à englober l'ensemble du système binaire. Parce que je vous rappelle, ils sont gravitationnellement liés, donc en fait la matière qui se trouve ici, elle va avoir tendance à aller tout autour du système de roche, de cette géométrie de roche. Et donc ça va englober le trou noir, et le trou noir, comme il va être freiné par cette matière-là, il va se rapprocher de plus en plus. Donc c'est une phase en fait qui est très importante, qui est cruciale même pour l'histoire de ce système binaire, puisque si l'enveloppe reste tout le temps là, on va voir ce que ça veut dire que tout le temps, eh bien à la fin le trou noir là, il va se retrouver tellement freiné qu'il va entrer dans le cœur de l'étoile. On appelle ça un objet de Sandžítkov. Alors ça marche pour une étoile à neutrons ou pour un trou noir. Et donc vous finissez avec une étoile géante rouge, et en son cœur, il y a une étoile à neutrons ou un trou noir. Alors pour l'étoile à neutrons, c'est assez stable comme système, et il y a des éléments atomiques qui sont créés lors de la traversée de l'étoile à neutrons dans l'étoile qui font qu'on peut même détecter ce genre d'objet. Mais pour l'instant, il y a un seul candidat dans le nuage de Magellan, mais qui n'est pas confirmé. Donc, alors évidemment, si ça se passe, il n'y a pas de fusion en termes de fusion émettant des ondes gravitationnelles. D'accord, l'histoire s'arrête là. Alors, imaginons que l'enveloppe soit éjectée. Alors ça dépend d'un paramètre qu'on appelle le paramètre d'efficacité. Combien d'énergie l'enveloppe peut récupérer de l'orbite de ces deux objets qui sont à l'intérieur. Et donc si l'enveloppe est éjectée, à ce moment-là on se retrouve avec un système où la période orbitale est beaucoup plus petite, qui peut en fait être réduite d'un facteur 100. Donc si vous commencez avec typiquement une période orbitale de l'ordre de 100 ans, vous finissez ici avec 1 an. Donc c'est vraiment assez drastique, c'est un gros freinage, et typiquement on pense qu'il faut avoir moins de 100 ans de période orbitale au départ pour pouvoir finalement fusionner. Mais c'est ça, voilà, c'est ce genre de choses qu'on veut calculer. Donc là, vous vous retrouvez avec un système qui peut être très très serré. Et donc cette étoile-là va finalement aussi s'effondrer en trous noirs. Vous vous retrouvez avec deux trous noirs. Les deux trous noirs ensuite tournent autour l'un de l'autre. Et juste par rayonnement d'ondes gravitationnelles, ils vont se rapprocher et fusionner en trous noirs plus massifs. Et c'est ça qui est détecté par LIGO Virgo. Cette phase-là, de la formation des étoiles jusqu'à la formation du deuxième trou noir, comme ce sont des étoiles massives, c'est une phase qui dure quelques dizaines de millions d'années. Donc c'est assez rapide. Les étoiles massives, ça ne dure pas longtemps. Par contre, cette phase-là de rayonnement gravitationnel, elle dure plus longtemps si la séparation orbitale est plus grande. Donc là, on peut arriver jusqu'à des phases, jusqu'à des durées qui peuvent aller jusqu'à plusieurs fois la vie de l'univers. Donc évidemment, si on veut pouvoir voir une fusion, il faut que ça se fasse en moins de 13 milliards d'années si l'objet s'est formé juste après la formation de l'univers. Donc c'est typiquement ce genre de paramètres-là qu'on veut essayer d'explorer avec les paramètres qu'on a regardés.
Donc en fait, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé un code qui est public, hein, qui est un code d'évolution stellaire hydrodynamique à 1D, qui a d'abord été effectué pour les étoiles isolées et on a utilisé un package qui existe, hein, qui s'appelle Mesa Binary. Et en fait, donc, l'idée, c'était de modéliser l'ensemble de la vie de l'étoile l'ensemble de la vie du couple d'étoiles, depuis la formation stellaire jusqu'à la fusion au trou noir. Et donc là, pour faire ça, il manquait des choses quand même dans la version de Mesa Binary qui existe. En particulier, il manquait l'étape de formation de trou noir. Donc nous, on a utilisé une prescription qui est un effondrement du cœur retardé, où on prend en gros en compte seulement la masse du cœur de carbone-oxygène de l'étoile pour former le trou noir. Donc ça se passe à ces deux endroits-là. Et on a aussi inclus un package sur la phase d'enveloppe commune qui n'était pas inclus dans le package initial, puisque en effet, là, sur un transfert de masse tel que celui-là, où on est assez stable, on est sur des transferts de masse au maximum qui sont de l'ordre de 10-4 masses solaires par an, ce qui est déjà beaucoup. Sur une phase d'enveloppe commune, on peut dépasser les 10-2 masses solaires par an. Donc c'est énorme, et en fait c'est complètement instable. Donc c'est ça qui est difficile à simuler, et en fait on a beaucoup de mal nous on n'a pas fait de simulation très compliquée sur l'enveloppe commune. Il y a des simulations beaucoup plus poussées qui existent, mais qui ont beaucoup de mal à vraiment savoir comment se produit cette phase-là. Et je vais revenir ensuite sur cette phase. Voilà, on a fait des approximations, on a supposé que les étoiles n'étaient pas en rotation, qu'elles étaient sur des orbites circulaires et qu'il n'y avait pas de kick asymétrique. On a ensuite essayé de valider ces hypothèses-là en testant le fait de changer cette hypothèse sur certaines histoires d'étoiles que je vais vous montrer tout à l'heure. Voilà, donc en gros, on a effectué plus de 60 000 simulations en prenant des masses stellaires qui étaient entre 20 et 34 masses solaires, des séparations orbitales entre 30 et 200 rayons solaires, différentes métallicités, la maximale étant en gros la métallicité solaire. Alors des transferts des efficacités de transfert de masse stable, ça c'est le paramètre epsilon, c'est celui qui joue dans cette phase-là lorsque la première étoile remplit le lobe de roche et transfère de la matière de façon stable. Et ensuite, avec deux paramètres d'efficacité de transfert de masse non stable, là, c'est ce qui se passe dans la phase d'enveloppe commune. Et donc, comme ça, on va regarder on essaie de voir quels sont les paramètres qui vont permettre de créer les trous noirs de faible masse, comme on a vu, comme ont été vus par LIGO Virgo. Et après, on a regardé si c'était compatible avec les taux d'événements détectés réellement par LIGO Virgo. Voilà, donc en gros, là je vous montre la simulation de l'évolution totale de ces deux étoiles-là. Donc en fait, c'est un diagramme HR pour ceux qui ont regardé un petit peu l'évolution des étoiles dans les cours d'astrophysique. En fait, c'est un diagramme HR où vous avez la luminosité et la température. Sauf que c'est un diagramme HR, donc seul pour deux étoiles, donc un couple d'étoiles, et on essaye de relier l'évolution de ces deux étoiles-là. Donc là, vous avez la primaire qui est en noir. Donc la primaire, c'est toujours la plus massive, donc c'est celle-là. La primaire qui est en noir, qui va évoluer, donc avec une luminosité qui augmente. Et puis, à un moment donné, la luminosité va diminuer et elle va se transformer en trou noir. C'est la petite étoile noire que vous avez là. Donc cette étoile-là, celle qui est donc la primaire qui est en noir, elle représente celle-là, d'accord ? Donc elle est là, sa taille augmente, puis diminue, sa masse diminue, sa luminosité diminue aussi, et elle se transforme en trou noir. En gris, vous avez l'étoile secondaire qui elle a une vie un peu plus compliquée puisque ça dure plus longtemps. Donc vous avez d'abord une phase d'augmentation de luminosité comme la primaire, et puis une phase où la luminosité décroît beaucoup. Et en fait là, vous perdez le système, on perd l'étoile qui va se retrouver en fait ici. Et ça, c'est le début de la phase d'enveloppe commune. Et là, il y a deux cas possibles selon l'efficacité de ce paramètre d'enveloppe commune, s'il est moins efficace en orange ou s'il est plus efficace en bleu. Et de toute façon, ça se finit en trou noir ici. Donc elles se retrouvent toutes les deux ici en trou noir. Et en fait, vous voyez qu'il y a différentes couleurs ici. Il y a du bleu.
Le bleu, c'est le transfert de masse lorsque l'étoile primaire est encore à transformer son hydrogène en hélium. Le vert, c'est quand l'étoile transfert de masse lorsque l'étoile primaire fusionne l'hélium en carbone. Et ensuite, il y a de l'orange. L'orange, c'est quand on est c'est quand l'étoile secondaire, puisqu'il s'agit de la secondaire, fusionne en son sein des atomes plus lourds. Donc on a une étoile plus évoluée. Et vous voyez que quand on est à cette phase-là, donc là, sa luminosité a beaucoup décru, elle a beaucoup perdu de matière, et en fait, on en est à la phase d'enveloppe commune. Voilà. Ça, c'est la phase d'enveloppe commune, et ensuite, on passe ici, avec ces deux possibilités. Vous avez une étoile qui est plus lumineuse dans la partie bleue, là, parce que le paramètre alpha-CE est plus efficace, ce qui fait qu'il a éjecté l'enveloppe plus rapidement, donc en fait l'étoile secondaire a perdu moins de matière, donc elle est plus lumineuse. Voilà en gros l'histoire de ces étoiles-là. Donc je vais m'apesantir maintenant dans la phase d'enveloppe commune. En fait, la phase d'enveloppe commune, donc je dis, c'est la phase la plus incertaine, et je vais un peu vous montrer quelques paramètres qui sont intéressants sur cette phase-là. Donc je l'ai dit, il y a une partie où l'enveloppe n'est pas éjectée. À ce moment-là, vous avez l'objet compact qui se met directement dans le centre de l'étoile géante. Donc ça, je ne vais pas trop insister là-dessus. Ce qui nous intéresse plus ici, c'est dans le cas où l'enveloppe va être éjectée. Et à ce moment-là, vous finissez avec une binaire ultra compacte qui est composée du trou noir et d'une géante rouge. Et bien là, vous voyez par exemple, il y a différents diagrammes. Là, celui qui est entouré en bleu, c'est un plot donc, qui sort de nos simulations. Hein. Vous avez la séparation orbitale ici, qui est donc de l'ordre de 40 au départ, et qui va finir à la fin de la phase d'enveloppe commune, qui va finir à peu près à quelques unités. Vous voyez qu'on a décru d'un facteur 10 ou même moins avec le alpha CE qui est 1.0. On décroît encore plus avec ce facteur-là, puisque alpha CE égale 1.0, ça veut dire que l'enveloppe est éjectée plus tard parce qu'elle récupère moins d'énergie de l'orbite, et donc du coup elle reste plus longtemps, et donc la séparation orbitale diminue plus. Et vous voyez, quelque chose qui est intéressant, c'est de regarder l'échelle de temps. Donc là on est sur des transferts de masse qui vont entre 10-2 et 10-1 masses solaires par an, et vous voyez que ça dure en gros une centaine d'années, hein, à la phase d'enveloppe commune. Après il n'y a plus rien, il y a l'objet compact qui est dans l'étoile. Le transfert de masse, vous voyez qu'il est important. Donc là, on entre dans la phase d'enveloppe commune lorsque le transfert de masse, enfin ça c'est nous qui avons décidé ça, hein, lorsque le transfert de masse atteint 10-2 masses solaires par an, et là après nous on le fixe à 10-1 pendant donc une petite centaine d'années, le temps que l'enveloppe soit éjectée. Donc là le rayon, ça c'est le rayon de l'étoile qui diminue aussi drastiquement, hein, vous voyez on part de en gros 25, on arrive à quelques unités. Ça, c'est la masse de l'étoile, on est à 23 et on arrive à peu près 16-17. Et après, bon, ça, c'est les quantités d'hydrogène en surface. Et ça, c'est le rayon par rapport au rayon du lobe de Roche, le rayon de l'étoile par rapport au rayon du lobe de Roche. Ce qui est intéressant dans ce paramètre-là d'hydrogène de surface, c'est qu'en fait, l'enveloppe, elle est principalement constituée de l'enveloppe de l'étoile, ce qui est un peu normal, mais du coup c'est de l'hydrogène. C'est de l'hydrogène libre qui lui n'intervient pas dans les fusions qui se trouvent au cœur de l'étoile. Et du coup l'enveloppe qui va être éjectée à un moment donné, c'est uniquement de l'hydrogène en fait. Voilà, donc une fois qu'on a paramétré un peu cette phase-là, donc on peut regarder quels sont les résultats qu'on obtient. Et donc, d'abord, la première chose qu'on voit, et ça je vais vous montrer un petit peu plus tard des résultats là-dessus, c'est que seuls les binaires qui passent par une phase d'enveloppe commune, en fait, sont capables de fusionner à la fin en binaire de trou noir. Les autres, celles qui ne passent pas par une phase d'enveloppe commune, elles ont une séparation orbitale qui est trop grande et jamais elles ne fusionneront, jamais les deux trous noirs pourront, même si vous formez deux trous noirs, ils sont trop loin, et même par rayonnement d'onde gravitationnelle, ils ne pourront jamais avoir le temps de se rapprocher en un temps inférieur au temps de Hubble. Donc là ce que vous voyez, c'est la masse de la secondaire en fonction de la masse de la primaire. Donc la primaire, c'est celle qui se transforme en trou noir en premier, hein, c'est la plus massive. Et donc on obtient plusieurs milliers de progéniteurs possibles avec différentes métallicités, transfert de masse stable et efficacité d'enveloppe commune. Alors, la première chose qu'on voit,
c'est que, donc là vous voyez les carrés représentent 15, 12, 26, qui est la binaire de trou noir la plus massive, et les croix représentent 17, 06, 08, qui est la binaire de trou noir la moins massive. Et en fait, ça c'est ce qu'on reproduit ici, c'est assez rassurant de voir, enfin ça valide nos hypothèses, hein, de voir qu'il faut des progéniteurs plus massifs pour arriver à des binaires de trous noirs plus massifs. C'est logique, mais bon, c'est rassurant de le voir. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a un décalage avec la métallicité. Vous voyez que pour une métallicité solaire, vous avez besoin d'avoir des progéniteurs qui sont plus massifs, parce que ce sont ceux qui vont perdre le plus de masse. Donc évidemment, vous partez de beaucoup de masse, mais vous en perdez beaucoup pendant la vie stellaire pour arriver à faire des deux trous noirs. Le but, c'est d'arriver à chaque fois à deux trous noirs qui ont les masses qui correspondent à ces événements-là. Donc l'arrivée est la même, mais pour en fait parvenir à ça, il y a différentes possibilités. La chose qu'on voit aussi assez rapidement, c'est que vous voyez qu'il y a beaucoup plus de progéniteurs avec des efficacités d'enveloppe commune plus grandes que pour des efficacités d'enveloppe commune moins grandes. Et ça, c'est lié au fait qu'avec cette efficacité plus grande, vous éjectez plus vite la phase d'enveloppe commune. Et si vous avez une efficacité moins grande, l'enveloppe reste plus longtemps, et donc vous avez plus de possibilités que le trou noir rentre au cœur de l'étoile. Et donc il n'y a pas de fusion détectable par les interféromètres. Voilà, donc en gros, ça représente à peu près ce que j'ai dit. Hein. Là, vous voyez l'effet de métallicité avec les couleurs différentes. Donc, vous voyez les petites croix. Là, les petites croix représentent l'événement 17, 06, 08. Quand vous êtes sur du violet, c'est que vous avez des métallicités très très faibles. Typiquement, c'est ce genre de métallicité dont on avait besoin pour expliquer les binaires de trous noirs d'une trentaine de masses solaires. Et par contre, si vous allez à des métallicités plus grandes, eh bien, là, il vous faut des progéniteurs qui sont beaucoup plus massifs puisqu'ils ont perdu beaucoup de matière entre-temps. Et voilà, on revoit ici que on a beaucoup plus de progéniteurs lorsqu'on a des efficacités des efficacités pour la phase d'enveloppe commune qui sont plus grandes que quand c'est plus petit. Alors donc ça c'est pour les masses. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est la partie justement en combien de temps on va faire cette fusion. Et ça dépend principalement quand même de la séparation orbitale initiale. Ça dépend de la séparation orbitale initiale, donc là vous avez le temps de merger en fonction de cette séparation orbitale, mais ça dépend aussi de combien de temps va rester l'enveloppe commune. Donc en fait, on obtient encore une fois un peu plus de progéniteurs pour des efficacités plus grandes d'enveloppe commune parce qu'elle va être éjectée plus vite. Mais ce qu'on voit tout de suite à l'œil, en fait, c'est qu'on a un facteur 10 à peu près au niveau du temps de merger, la durée qui va être nécessaire pour arriver jusqu'au merger, est 10 fois plus grande lorsque l'efficacité d'enveloppe commune est plus grande. Pourquoi ? Parce que là, on éjecte plus vite l'enveloppe commune, donc on n'a pas le temps de beaucoup rapprocher les deux composantes de la binaire, alors que là, on l'a alpha CE égale 1.0, ça veut dire qu'elle est éjectée très très tard, et du coup, elle a le temps de vraiment rapprocher les deux composantes. Donc on a un facteur 10, ce qui veut dire que pour un alpha CE 2.0, on a des temps de merger typiquement de l'ordre de 1 milliard d'années, entre 100 millions et 8 milliards d'années à peu près, parce que vous avez une éjection d'enveloppe commune assez précoce. Donc ça veut dire qu'on a une population qui a plutôt une grande métallicité, on le voit avec les petits points plutôt violets, donc métallicité solaire, mais plutôt vieille. Et par contre, quand on a une efficacité d'enveloppe commune qui est plus faible, là on est sur des temps de merger qui est plutôt de l'ordre de la centaine de millions d'années, même entre 10 millions d'années et 1 milliard d'années. Donc là, ça veut dire qu'on a une éjection qui est tardive de l'enveloppe commune. Vous avez le temps de rapprocher les deux composantes. C'est une population jeune et à faible métallicité. Vous voyez qu'il n'y a pas ou quasiment pas de point marron. Ça veut dire qu'on n'a pas de métallicité solaire possible. Alors une façon différente de représenter ça, mais qui en fait c'est les mêmes résultats, c'est de regarder regarder en fonction des poids de, je sais pas comment on dit en français, population weighted results, donc les résultats en pondérant
avec les différentes populations. Donc ça, c'est la densité de ces différentes populations, toujours en fonction du temps de merger. Et donc, en fait, on voit la même chose que ce qu'il y avait sur le graphe précédent, mais peut-être un peu plus clair. C'est que quand vous avez une grande efficacité de transfert de masse dans l'enveloppe commune, donc plus facile de l'éjecter, eh bien vous allez avoir des temps de merger qui sont plus longs, alors que quand c'est éjecté beaucoup plus tard, là vous avez des temps de merger qui sont plus courts parce que vous avez l'enveloppe commune a du temps pour rester. Et ce que vous voyez aussi, c'est que on voit des grandes métallicités, des progéniteurs de grande métallicité uniquement dans ces phases où vous avez des grandes efficacités dans l'enveloppe commune. Alors que dans tous les autres cas, on n'en a pas beaucoup, principalement parce que vous n'avez pas assez de masse, vous avez perdu toute la masse à cause du vent stellaire, et après vous n'avez plus le temps de rapprocher les deux objets, qui sont trop loin. Donc ce ne sont pas de bons progéniteurs. Alors on a essayé de regarder un petit peu quel était l'impact. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on n'avait pas trop, on avait supposé qu'il n'y avait pas d'excentricité. On a quand même essayé de regarder sur quelques objets quel pouvait être l'impact de l'excentricité sur la séparation de la binaire de trou noir. Donc là, vous voyez qu'on est sur des phases finales où la binaire trou noir est typiquement entre quelques unités et à peu près une vingtaine de rayons solaires. Et vous voyez qu'on est sur des excentricités qui restent assez faibles, qui sont typiquement de moins de 0,25 maximum. Donc en fait, ça valide pas mal le choix qu'on a fait au départ, l'hypothèse que l'excentricité était probablement nulle au départ. Et en fait, c'est lié au fait que si vous avez une excentricité qui est proche de 1, ou en tout cas qui est assez grande, donc loin du cercle, à ce moment-là, on va avoir des binaires qui auront tendance à se séparer lors de l'effondrement de l'étoile en trou noir. Probablement dû à des effets de kick asymétriques, c'est-à-dire lors de l'implosion, lors de l'effondrement. Il y a d'une part le fait que l'étoile perd de la masse, ça donne un kick à l'un des objets, et en plus, comme c'est asymétrique, ça peut l'envoyer dans une direction qui peut rendre la binaire encore plus excentrique. Donc si elle est déjà excentrique au départ, ça a plutôt tendance à casser la binaire en fait. Alors que si elle est circulaire, vous rajoutez juste un peu d'excentricité, mais ça ne la casse pas. Donc ça valide plutôt notre hypothèse qu'on peut faire des simulations en partant de binaires qui ont des excentricités plutôt nulles, ou en tout cas faibles. Jusqu'à 0,25, on est bon. Alors un autre effet intéressant, c'est là vous avez la chirp mass, donc la masse totale des deux trous noirs, enfin une fonction un peu plus compliquée de la masse totale, en fonction du rapport de masse entre les deux trous noirs. Et vous voyez qu'en fait on obtient, donc ça c'est pour les différentes efficacités, différentes métallicités. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a quelque chose qui est intéressant, c'est qu'on a des rapports de masse entre trous noirs qui sont toujours supérieurs à 0,4, quoi qu'il arrive, et même 0,5 dans les cas où l'efficacité de l'enveloppe commune n'est pas très grande. Et en fait, vous avez même un effet où on tend vers 1. Le rapport de masse des deux trous noirs tend vers 1. Donc ça veut dire qu'on tend vers un équilibrage des masses des deux trous noirs. Et ça, c'est ce qu'on appelle, c'est un processus qui est connu depuis les années 60 en fait, mais qu'on a retrouvé du coup dans ces simulations. Et c'est un processus qui avait été fait pour un certain type de binaire, pas du tout de binaire de trous noirs, mais plutôt des binaires à étoiles à neutrons et des étoiles BE. Ce qu'on appelle le rejuvenation process, donc un processus de rajeunissement, où en fait vous avez à cause du transfert de masse, l'étoile qui va former le deuxième trou noir, en fait, va récupérer beaucoup de masse de la première pendant toute sa vie, puisque la première se transforme assez rapidement en trou noir, mais elle a eu le temps de donner beaucoup de masse à la deuxième. Et du coup, même si vous avez deux objets qui ont un rapport de masse, une différence assez grande de masse au départ, eh bien, ça va se rééquilibrer au cours de l'histoire de la vie de ces étoiles. Voilà, donc on retrouve ça dans les différentes efficacités, le fait qu'on a des progéniteurs qui vont vers une masse qui est à peu près la même finalement.
On a aussi, avec ces simulations, étudié un petit peu les kicks donc reçus, parce que je vous ai dit tout à l'heure, on supposait pas de kick asymétrique. On a essayé aussi de valider un peu cette hypothèse. Et en fait, là, vous avez l'excentricité. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on était dans des excentricités de l'ordre généralement inférieures à 0,25. Et ça, c'est les séparations orbitales qui vont donc de 10 puissance 2 à 10 puissance 3 à peu près masse solaire. Donc si on oublie là c'est des problèmes numériques donc qui sont en rouge, on a des fusions qui se produisent pendant la phase d'enveloppe commune, ça c'est ce qu'on voit en vert ici, plutôt avec des séparations du coup petites, puisqu'on va avoir des fusions rapidement. Et vous voyez tout le reste qui est bleu, ça c'est du core collapse, c'est-à-dire que c'est l'étoile qui va se transformer en trou noir. Et en fait on se rend compte que la plupart des objets qu'on arrive à faire évoluer jusqu'à la fin, ce sont des objets qui ont des séparations orbitales qui sont quand même assez contraintes entre, on va dire, entre 100 et quelques centaines de rayons solaires. Plus loin, on a beaucoup moins de progéniteurs. Donc on est quand même assez contraint dans une fenêtre de paramètres. L'espace de paramètres pour arriver au binaire de trou noir qu'on veut reproduire est en fait finalement assez étroit. Voilà, et en gros, vous avez à peu près la même image ici. La seule différence ici, c'est que vous avez aussi le temps de merger en milliards d'années. Et vous voyez que, évidemment, plus les objets sont éloignés l'un de l'autre, plus on va mettre du temps à merger. Et donc là, quand on est sur cette zone-là, on est à plus du temps de Hubble, alors que là, on est sur des temps qui sont de l'ordre de 1 à 2 milliards d'années. Donc c'est plutôt ces progéniteurs-là qui vont nous intéresser. Et vous voyez qu'en fait, du coup, ça représente des progéniteurs qui se trouvent à peu près dans cette zone-là, et qu'en fait, il n'y en a pas beaucoup, qui vont permettre de satisfaire à toutes les conditions qu'on veut arriver à la fin de la binaire. Voilà, et donc j'ai plus que 2 transparents. Celui-là, j'avais déjà montré au vendredi de la PC, qui en fait représente l'estimation de densité du taux de fusion. Donc, en fait, on a ici le taux de fusion par an et par gigaparsec cube en fonction de la distance. Et vous voyez que là, donc si je regarde principalement ces phases avec un transfert pendant l'enveloppe commune qui est assez élevé, ça veut dire que là, encore une fois, ça veut dire que l'enveloppe commune a propension à être éjectée assez rapidement. Eh bien, on a beaucoup de progéniteurs, plus que dans le cas où elle est éjectée moins vite. On a beaucoup de progéniteurs, mais on voit que à forte métallicité, c'est-à-dire métallicité solaire, ces progéniteurs descendent rapidement. Et ça, c'est parce qu'on a un effet de compétition entre le fait que les vents stellaires ils vont retirer beaucoup de matière aux progéniteurs et que plus on s'éloigne de nous, moins on a d'objets qui sont métalliques. Donc ça va décroître rapidement avec la distance. Alors par contre, ça va augmenter quand on a des métallicités faibles. Par exemple, on est à 1/10 millième là. Ça augmente beaucoup avec la distance. Donc c'est ça qui va permettre d'expliquer les progéniteurs qui vont faire des fusions de trous noirs avec des grandes masses, de plus de 30 masses solaires typiquement. Voilà, et donc nous, en fait, c'est les objets qu'on a détectés, là, les deux dont je parle, sont des objets qui sont plutôt dans cette zone-là. Et vous voyez, donc il y a différentes possibilités de les expliquer avec différentes métallicités. Et en fait, quand on traduit ces taux de fusion par an et par gigaparsec cube en unités, on obtient les plus grands taux de détection qu'on peut avoir en prenant les taux de transfert dans la phase d'enveloppe commune qui sont les plus grands. On a entre 0,5 et 3 par an et par gigaparsec cube, ce qui veut dire que en prenant en compte la sensibilité de LIGO Virgo, on est à peu près entre 1 et 3 événements par an. Et en fait, dans O1, O2, on en a vu 2, donc on est tout à fait dans les clous. Par contre, c'est à comparer à la population totale de binaires de trous noirs sur toute la distribution de masse, qui elle est à peu près entre 10 et 100 par an et par gigaparsec. Donc on voit qu'il y a un grand facteur quand même de l'ordre de quelques dizaines
entre ces trous noirs de faible masse et les trous noirs et les binaires de trous noirs contenant toute la distribution de masse. Ça veut dire qu'on a quand même moins de trous noirs de faible masse qui vont être détectés. Et donc ça veut dire qu'il y a aussi, ça veut probablement dire qu'il y a moins de trous noirs qui vont être formés par ce processus qu'on a décrit ici, et qu'il faut d'autres processus de formation de trous noirs pour expliquer les trous noirs de plus grande masse. Et voilà, je crois que j'ai à peu près dit tout ce que je voulais dire. Donc si vous avez des questions, je suis prêt à essayer d'y répondre. Et merci de votre attention.